Bon, les gars, avant d'être le pays de Nabila et d'Aya Nakamura, la France était une terre riante, une terre chaleureuse, une terre heureuse, osons le mot, dans laquelle plutôt on cultivait deux particularités culturelles absolument merveilleuses, à savoir la littérature et la philosophie. Et en fait, ça faisait longtemps qu'on devait faire un petit épisode là-dessus, un petit épisode pour interroger les rapports entre les deux. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec mon acolyte de toujours, mon fidèle, le grand, le beau, Mos Payeroum. Comment ça va, Mos? Eh ben écoute, ça va très très bien, mon cher Hussard. Et ce sujet de podcast, je ne l'attendais plus, tu vois, parce que moi, j'adore tout ce qui est philo, et tu sais très bien que, enfin, les gens savent que j'ai une maison d'édition qui fait beaucoup de bouquins liés à la philo quand même. Donc vraiment, ça me hype beaucoup, cette thématique. Ah, tu es hypé donc. Je suis Tu es hypé, hypé. voilà. Ah, Au passage, est-ce que tu souscris ou pas parce que on a été récemment tous les deux tagués par quelqu'un sur X qui nous a demandé si on acceptait de faire partie de la brigade de défense de la langue française. ah oui, tout à fait, tout à fait. Notre Et ami, j'ai noté que notre tu ami, utilisais le mot comment il hypé, s'appelle et je pense que ce Oui. n'est pas tout à fait français. je suis réjoui? Est-ce que tu es réjoui, Mos? Est-ce que tu te Je suis réjouis réjoui, Ouais. voilà, je suis réjoui. Alors en fait, moi, oui, j'ai été hypé, mais je sais pas si t'as vu, j'ai répondu. En fait, c'est sur Twitter, hein, donc vous avez qu'à suivre le Hussard et Mos Mayorum sur Twitter. En fait, en gros, c'est notre ami, comment il s'appelle? C'est l'œil de l'élite L'Œil de qui a fait ça, l'Élite, si je dis ouais. pas de bêtises. Ouais, exactement, qui est très sympathique par ailleurs. Et il nous a tagué en voulant mettre en place une espèce de brigade. C'est un peu la brigade des mœurs en Iran, mais adaptée à la langue française. C'est qu'en fait, on passe et on ratonne les mecs qui font des anglicismes. Alors moi, je lui ai dit, écoute, moi je fais des anglicismes, j'assume d'en faire. Je trouve ça très drôle. J'en mets pas dans mes romans. Mais il y a une différence entre la langue orale et la langue, littéraire, la langue voilà. Et donc en fait, je pense qu'il devrait déjà se concentrer sur des petites choses du français, par exemple les gens qui savent plus utiliser comment dire le subjonctif par exemple, ou qui font qui éludent les que, les qui dans les phrases, ce serait déjà pas mal. Si on pouvait avoir une concordance des temps correcte à l'oral, ce serait pas du luxe. Je pense que déjà voilà, se concentrer sur des choses comme ça. Ça pourrait être pas mal parce que bon, je trouve que sinon le combat en fait on peut pas faire comme si l'anglais n'existait pas, tu vois. D'ailleurs on va en parler aujourd'hui, mais l'anglais est une belle langue de philosophie aussi. Oui, tout à fait, l'anglais est une très très belle langue de philosophie. Après, écoute, franchement, moi, cette thématique, ça fait partie des serpents de mer, on les entend assez souvent quand même, les gens qui disent oui, mais il faudrait parler de ceci, il faudrait parler de cela, il faudrait éviter d'utiliser tel mot, il faut éviter les calques de l'anglais vers le français. Enfin, tu vois, je sais que moi, dans les expressions, de temps en Ouais. temps, il m'arrive de dire l'éléphant dans la pièce, et je sais Oui, que c'est un on va calque. assumer que ouais. Et bon, bah, en fait, ça froisse des gens, et j'en suis mari. Mais par contre, en fait, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un tel travail, on part de tellement loin que en fait, l'anglicisation de la langue française, c'est peut-être le fait, moins pire. Mais Enfin, même encore plus loin. les relatifs, la Encore disparition plus des loin que ça, relatifs me honnêtement. paraît être un point plus grave que les anglicismes, en fait. Ouais, mais en fait, je suis complètement d'accord. Déjà, bon, les relatifs, c'est terrible. Mais tu vois, en fait, même toi et moi, on a des entreprises à côté. Et en fait, quand tu as une entreprise, tu apprends assez rapidement sur le tas, même si tu veux pas l'apprendre, qu'il y a des tas de mots en fait en français qui sont compliqués à traduire, ou des expressions. Ça nécessite soit des périphrases super longues, soit des traductions extrêmement bizarres qui ne rendent pas compte vraiment de ce que tu veux dire. Tu vois, il y a des tas de termes dans le marketing. Rien que le mot marketing, tu vois déjà concrètement. C'est quand tu dis d'un produit qu'il est market fit, par exemple. Bon courage pour le traduire en français. Enfin, en fait, on est tous. Il est apte à la réclame. Enfin. C'est même pas ça. C'est même pas exactement ça, parce que il y a cette idée qui correspond aux besoins du marché qui sont exprimés à un instant T. Ouais, il faudrait dire ça comme ça, tu vois. Mais c'est terrible. Non, mais tu veux dire que le marché, il a des besoins? Ça me paraît pas très marxiste tout ça là. Attention. Hein. Attention. On est en France. Voilà, on est en France. On a dit qu'on allait parler de philosophie, donc évidemment, Marx n'aura pas sa place puisque on parle de gens sérieux. Bon, alors écoute, Mos, avant, parce que là tu me fais partir dans tous les sens et on n'a pas du tout cadré le sujet, voilà. Donc, je propose qu'on y aille, qu'on avance. Est-ce que juste avant, tu voudrais nous dire un petit mot d'un grand philosophe contemporain qui vient de faire son apparition en France, à un âge canonique d'ailleurs, un certain Sowell Thomas de son prénom. Eh ben, écoute, j'ai donc récupéré les palettes de livres qui sont arrivés chez moi à bon port. J'en ai expédié dans la foulée quelques-uns pour les personnes qui l'avaient commandé il y a fort longtemps.
Le process prend un peu de temps, hein, parce que ça fait forcément beaucoup d'enveloppes envoyées d'un coup. Et les retours que j'ai pour l'instant sont excellents. Enfin, les quelques personnes qui l'ont eu entre les mains étaient vraiment très contentes. Enfin, figure-toi que j'en ai même donné un exemplaire à un voisin que je pensais pas spontanément être un grand fan ni de philosophie ni d'économie. Il adore, il m'a envoyé au moins 3 photos pour me dire que c'était vraiment super, il passait un super moment. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter. Si même mon voisin l'approuve, c'est qu'a priori c'est bon. Ah, ça c'est génial, ça c'est génial. Franchement, devenez potes avec vos voisins. Tu sais, à une époque où il n'y a plus de lien social, c'est terrible, hein. Tu peux peut-être sauver des choses avec Thomas Sowell. Ou alors éventuellement avec un bon roman de la Giberne, parce que ça c'est. Bah c'est oui, toujours, vas-y, raconte. c'est les qu'est-ce qui se valeurs passe en sûres. ce moment à la Giberne. Oh, tellement de choses, tellement de choses. Alors bah écoute, là les préparatifs avancent. Prochaine sortie début février, vraiment ça, tous les trucs sont prêts au moment où on enregistre ce podcast. Donc première semaine de février, les gens auront leur dose, ils auront leur sacro-sainte dose de Giberne et de Matthias Kessler. Donc je pense que 2025 va commencer de façon très très intéressante. Et puis dans un deuxième temps, il y aura des parutions beaucoup plus rapprochées, mais ça j'en avais parlé en décembre. En décembre, j'en ai parlé en décembre, mais en 2025, il y aura des parutions beaucoup plus rapprochées à la Giberne. On va essayer de faire une nouveauté tous les 2 à 3 mois, d'en sortir au moins 4 ou 5 bouquins. Sacrée cadence quand même. Ouais, sacrée cadence. Donc ça veut dire que là, le Matthias Kessler est prêt. Et donc je travaille directement sur le suivant qui sortira en avril et ce sera de la science-fiction. Mais là, le sujet, je ne veux pas en dire trop pour l'instant, je teaserai les gens au fur et à mesure. Mais sachez que voilà, il y a plein de grandes choses en préparation et il y aura des nouveaux auteurs cette année, il y aura des auteurs que vous connaissez déjà, il y aura des gens que vous n'attendez pas, des gens que vous attendez, enfin bref, il y en aura vraiment pour tous les goûts et vous serez heureux. Voilà, vous posséderez les livres de la Giberne et vous serez heureux. Et bien écoute, après cette merveilleuse conclusion, je te propose un petit générique et ensuite on entame ce podcast. Et ben voilà, générique. Regagnez le carré! Feu! Bon alors mon cher Moss, c'est vrai que le sujet philosophie et littérature c'est un truc, en fait c'est tellement évident qu'on l'a pas fait avant. C'est-à-dire qu'en fait il y en a un qui a une boîte de littérature, l'autre qui a une boîte de philo et en fait on aurait pu se dire ça va être l'évidence, les mecs vont forcément faire... Non, et en fait il aurait fallu attendre tout ce temps, c'est-à-dire qu'il aurait fallu attendre l'obèse année 2K25 pour qu'on ait, et le podcast numéro 19 je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est... Ouais, c'est un truc comme ça. Bon bah écoute, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Alors en fait moi ce qui m'a donné l'idée de ce sujet, parce que je suis pas du tout venu en me disant il a une boîte de philo et j'ai une boîte de littérature. Non, parce que j'y suis venu en me remémorant mes lectures de Platon qui commencent à dater un petit peu. Et en fait, tu sais, à la fin de tous les dialogues de Platon, enfin de beaucoup en tout cas, il y a toujours le petit chapitre bonus à la fin où Platon te fait un petit mythe, tu sais, l'Atlantide, enfin ce genre de truc, quoi, tu vois. Il raconte l'histoire, tu sais, le mythe de je sais plus ce qu'il y a, mais enfin t'en as dans le banquet, t'en as dans plein de dialogues de Platon. Et en fait, je me suis dit c'est marrant parce que il y a une longue tradition en fait de filiation entre la littérature et la philosophie. Et en fait, c'est particulièrement français, je pense, parce que bon, là j'ai cité Platon, mais si on avance drastiquement le chronomètre, on voit qu'en France, il y a toujours une espèce de confusion un peu entre qu'est-ce qui relève de la littérature, qu'est-ce qui relève de la philosophie. On passe de l'un à l'autre. Alors peut-être parce que, par exemple, il n'y a pas de prix Nobel de philosophie, donc on donne le prix Nobel de philosophie de littérature à des philosophes, comme ça a été le cas pour Bergson, par exemple. Et puis souvent il y a des gens qui ont une œuvre dans les deux domaines, je pense à Camus par exemple, enfin voilà. Donc je me suis dit que ça pouvait être un bon sujet. Alors déjà, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que ça te fait réagir? Et puis peut-être, est-ce que tu as envie de nous parler de Chesterton ou de Belloc, parce que c'est des gens qui ont un peu ce genre de multicasquette. Je pense que c'est un vrai sujet que tu as soulevé, notamment parce qu'en fait il y a une différence profonde entre la philosophie française et d'autres branches de la philosophie. Je pense qu'on s'est beaucoup fait imposer, notamment avec l'avènement de la philosophie allemande, l'idée que la philosophie était forcément un truc très austère, très aride, avec des phrases très longues, des concepts créés ad hoc, sur mesure, etc. Tu sais, tout le côté un peu
où les Allemands se font plaisir en inventant des mots et tu cherches la définition du mot dans le... Enfin bon, voilà. Il n'y a pas de définition. En fait. Heideggerien, Ouais. tout ça. Et alors que c'est vrai qu'à la base, pour moi, la philosophie, et je veux dire là récemment dans une vidéo, je citais l'économique de Xénophon. Alors on pourra dire oui, c'est pas vraiment que de la philosophie, il y a aussi d'autres aspects, notamment économiques, du coup. Mais en fait, au départ, ça découle quand même d'observations qui sont tangibles. Et c'est un peu ce que te dit par exemple, je ne sais pas si tu avais lu cette espèce de précis anthologique de la philosophie, qui est l'étonnement de Jeanne Hersch. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Ça me dit rien du tout. Je crois que j'ai jamais entendu parler. Eh ben écoute, c'est un très bon livre d'intro à la philosophie pour des gens qui en fait ont été un peu bassinés pendant leur cours avec des cours de philo et qui ont un peu été dégoûtés et qui voudraient comprendre parce qu'ils ont un peu plus de maturité, tu vois, ça fait 4-5 ans qu'ils ont lâché les cours et qu'ils n'ont plus de bac à passer ou je sais pas quoi, mais ils ont envie de comprendre un peu pourquoi ce truc-là. Et en fait, toute sa thèse, en gros, c'est de dire, bah voilà, la philosophie, ça découle de ce qui nous étonne dans la vie de tous les jours. Et alors, la première question, je crois que si je me souviens bien, elle ouvre son livre en disant, bah, chez les Grecs, comme ils constatent que tout est mouvement, que tout change, etc., la première question qui se pose, c'est mais attends, mais si tout change, est-ce qu'il y a des choses qui ne changent pas ? Et du coup, en fait, c'est vraiment tangible, tu vois, parce que on a une image très éthérée, je trouve, surtout chez les modernes. En fait. Très allemande, en fait, hein, parce que c'est ça, c'est ça, Hegel, ouais. c'est Husserl, c'est toute l'école allemande à partir du 19e et puis le 20e siècle, jusqu'à Heidegger, quoi, en fait. Hein. Ouais, alors que le philosophe antique, en fait, tu prends un gars comme Socrate, pourquoi Socrate, il parle à tout le monde, même aujourd'hui ? C'est qu'en fait, c'est un type qui se pose des questions de bon sens, de la vie de tous les jours, qui a toujours une anecdote rigolote à te proposer pour te distraire. Et, ouais, c'est le bon pote. Ouais, c'est le bon pote en fait. C'est le gars, même si t'es pas d'accord avec lui, de temps en temps, il est un peu casse-pied. Bah en fait, tu il passes est chiant un bon parfois, moment. j'avoue. Il y a des fois, franchement, j'avais envie de lui mettre des patates. Hein. Non, mais c'est terrible, quoi. Le mec dit des trucs, mais j'étais là, mais arrête-toi, Lorenzo, arrête-toi. Et le gars continue. Mais en même temps, c'est vrai que c'est. Alors, en fait, ça arrive à être Moi, c'est très plutôt complexe. les gars qui sont en face de Socrate qui de temps en temps m'énervent parce que c'est ils sont tellement cons, des ils sont PNJ. cons. Genre, C'est il y a des pots de tellement fleurs, des ouais. fois. Il y a tellement des fois, tu as l'impression que Platon, il a fait zéro effort pour développer la personnalité du mec, tu vois. Il est en mode, oui, il va juste dire oui, c'est clair, c'est vrai, t'as raison. Oui, Socrate, oui. Oui, en fait, c'est terrible. Alors, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est une philosophie qui est très profonde. On peut passer sa vie à étudier Platon et à en mesurer toute la subtilité. Et en même temps, c'est très facile d'accès pour un premier abord, en fait, quand tu commences. Mais ça, c'est un truc que tu peux dire de tous les philosophes antiques, hein, de façon, enfin pas tous, mais la grande majorité des philosophes antiques. Je pense par exemple à Sénèque ou à Épictète ou à Marc Aurèle. C'est des gars. Si t'as 18 ans et que tu fais des pompes dans ta chambre, tu vois, en essayant de devenir un alpha, que tu essayes de lire ça, tu peux déjà en comprendre quelque chose qui sera pas tout à substantifique moelle, on est bien d'accord, mais tu auras quand même parce que tu as déjà une première expérience à la fois intellectuelle et esthétique quand tu t'intéresses à ce qu'ils font. C'est pas strictement un truc d'intello complètement aride comme par exemple Kant peut l'être, tu vois. Kant, c'est terrible, genre même quand il essaie de te dire bonjour, il n'arrive pas à le dire de façon intelligible, tu vois. C'est terrible, vraiment, je sais pas comment font les gens. Il y a des cas, ouais. Après, tu vois, regarde, dans la philo allemande, c'est marrant, le seul que tout le monde a sauvé en France, c'est Nietzsche. Et c'est précisément le seul qui en fait faisait gaffe à la forme et qui, tu vois, de rédiger des textes sublimes. Et moi, tu sais qu'on avait publié L'homme du ressentiment, entre autres, contre Nietzsche. Mais tu vois, même si tu es contre les idées de Nietzsche, tu peux quand même pas t'empêcher de dire que bah oui, le bougre écrit très bien en fait. Et après tu vois, Nietzsche, il avait une vraie, alors tu vas me dire c'est vrai pour beaucoup de philosophes ce que je veux dire là, mais il avait un vrai intérêt sincère et une vraie culture très forte dans les œuvres littéraires aussi, tu vois. Je veux dire, le premier, si je dis pas de bêtises, c'est son premier essai, c'est La naissance de la tragédie, c'est le premier bouquin de Nietzsche qui révèle déjà une grande connaissance de la littérature classique, de toutes ces choses-là. Et en fait, pas seulement une connaissance que je pense que tous les grands philosophes les connaissaient, mais un intérêt prononcé, tu vois. Il y a, je pense, chez Nietzsche, cette capacité
à attaquer les choses à la fois pour le plaisir immédiat esthétique et après à réfléchir dessus. Là où par exemple quelqu'un comme Kant ou comme Marx sont des gens qui ne font que réfléchir. Ils peuvent pas, ils ont pas de, ils ont pas de palais, tu vois. Ils goûtent pas les choses, ils sentent pas comment dire, le bon goût des choses en fait, tout simplement. Oui, après, je pense aussi, si tu veux, que tu as des philosophes qui sont plus ou moins, peut-être, qui se posent plus ou moins la question de leur lectorat, tu vois, parce que tu as ça aussi en Mhm. philo, il y a moins cette espèce de barrière du lectorat que tu te poses quand tu fais des romans. Parce que quand tu écris un roman, tu te demandes comment le lecteur va le percevoir. Tu sais, en fait, tu passes ton temps à te poser cette question-là. Alors que je pense souvent pour les philosophes, tu as un peu cette capacité à occulter ce problème-là en te disant, mais non, attendez, moi je suis un grand penseur, c'est aux gens de s'élever intellectuellement pour me comprendre. Tu vois, Ouais, c'est genre, ça. j'ai pas besoin de faire d'efforts d'écrire bien, j'écris mes idées parce que j'ai des idées brillantes, bien sûr, et les gens comprendront. Voilà, et donc Ouais. tu arrives En avec fait, cette espèce de débauche de concepts parfois mais, c'est- fumeux et mais, de mais trucs, quoi. ce qui est marrant, c'est que tu avais une époque où en fait la